Philippe Robert, bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons pour cette 6e émission des Contes du ciel et de la terre. Et aujourd'hui, vous avez souhaité nous parler de géopolitique. Ouais. Géopolitique actuelle, et c'est vrai qu'il y a de nombreux événements et il était intéressant de pouvoir développer un peu ce sujet. Alors je vais vous laisser nous transmettre, nous livrer vos impressions sur ce sujet. Le sujet principal actuellement, en Europe en tout cas, c'est l'Ukraine. C'est Kiev, c'est la Rousse. La Rousse, c'est quoi? C'est le berceau de la Russie. Bon. Euh, L'Ukraine n'est pas en Europe, de l'Ouest en tout cas. Elle est slave. Elle est dans l'Europe de l'Est, plus loin jusqu'à Vladivostok. Donc les affaires de l'Ukraine sont des affaires euh, d'une certaine façon russes et ukrainiennes. Ce sont des frères ennemis. Voilà. Bon, c'est pour ça, je dis ça parce qu'il faut pour que l'on tente de comprendre mieux ce qu'il se passe actuellement. Alors actuellement, vous avez Trump qui veut faire la paix avec Poutine dans pour le bien de l'Ukraine. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais l'Europe, dans cette situation, est totalement hors jeu. Pourquoi? Parce que l'Europe veut la guerre, alors que Trump veut la paix, et Poutine n'est pas contre. Pour l'instant, si on parle d'Europe, puisque nous sommes européens, l'Europe des États-Unis, à laquelle pensait Victor Hugo, à laquelle pensait Jean Monnet et d'autres, qui ont voulu faire l'Union européenne, n'est pas viable. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce constat et je pense qu'il était intéressant d'essayer de comprendre comment l'Europe en est arrivée à un tel effondrement. On peut rajouter à ce que vous disiez aussi la position géographique des États-Unis qui naturellement constitue une île. Et par définition, une île, ça favorise l'esprit insulaire, ça veut dire que ça rassemble aussi, ce qui n'est pas du tout le cas de l'Europe, puisque l'Europe a toute une frontière avec l'Est, et d'ailleurs dans laquelle on associe aussi une partie de la Russie tout au moins, c'est-à-dire qu'on considère qu'une partie de la Russie fait partie de l'Europe. Oui, Donc c'est absolument. ouvert. D'un côté, c'est fermé, c'est insulaire, ça favorise le repli sur soi, mais peut-être bienfaiteur parfois, hein, puisque le repli sur soi, Si vous me bien sûr. permettez, j'ai le film qui a été tourné justement et qui a été intitulé La bataille d'Angleterre. Pouf, quand vous voyez ça, vous dites, bon, Ouais. bah, on a Mais tout compris ou rien compris en même temps. tout à fait. Et il me semble que la bonne question, c'est de savoir, d'essayer de comprendre pourquoi Mhm. on en est arrivé là, c'est-à-dire pourquoi les créateurs de l'Europe n'ont même pas pensé à des éléments essentiels, c'est-à-dire justement la position géographique de l'Europe, sa constitution culturelle aussi, parce que c'est vrai, c'était l'agrégat de plusieurs nations, avec plusieurs Ouais. cultures, avec plusieurs langues au départ. Mhm. Alors bon, pour la monnaie, on l'a unifiée à travers l'euro, mais il fallait immédiatement comprendre que c'était un peu mission impossible. Et là, Alors, rien. oui, Oui, je vais même vous donner la réponse tout de suite, oui, parce que Chirac, aussi bien que d'autres, ont refusé que l'on metta dans la Constitution européenne éventuelle, je dis bien éventuelle, au niveau de l'Union européenne, les racines chrétiennes, judéo-chrétiennes de l'Europe. oui. Parce que l'Europe est issue de quoi? D'une triple alliance, moi que je considère miraculeuse, c'est l'alliance de Athènes, Rome et Jérusalem. Voilà. Alors, Vous avez tout là-dedans. oui et non, pour moi, tout au moins. Non, je vous en Dans la prie. mesure où c'est peut-être le fait de trop revenir à nos racines judéo-chrétiennes qui nous a un peu perdus. Ça veut dire qu'on n'avait pas la force de se transposer dans une autre nation. Quand nous disons judéo-chrétien, nous sortons de l'Europe, puisque l'origine de ces deux religions, ces trois religions, on va dire en gros le judaïsme et la chrétienté, ne sont pas en Europe en réalité. Elles sont en Israël, en Palestine, on appelle ça comme on veut, mais elles sont plutôt au Moyen-Orient. Et je pense que pour s'identifier, pour se construire et se renforcer, il vaut mieux prendre des références chez soi.
Donc ça, c'est mon point de vue personnel. Sans Je ignorer. pense que là, pour le coup, la religion a été un piège pour nous et un handicap. Mais c'est mon point de vue, on est bien d'accord. Et je vais vous laisser parler, bien sûr, sur la construction de l'Europe, j'ai acquis désormais une autre conviction, c'est que en regardant ce qu'a fait la Russie, c'est-à-dire elle est partie de rien il y a 35 ans, la Russie n'existait pas, elle s'est effondrée. Hein. C'était un no man's land qui allait disparaître, un tas de cendres, et 35 ans plus tard, elle est au cœur du jeu politique mondiale, elle est au cœur même de la géostratégie mondiale. Elle pèse 145 millions, et un PIB, alors il ne faut pas tomber dans la caricature en comparant le PIB de la Russie à l'Espagne, ce serait complètement stupide, il faut toujours intégrer ce qu'on appelle le PPA, la parité par pouvoir d'achat, puisque c'est elle qui permet de définir réellement la capacité d'une nation. Si la Russie fait en parité dollar le même PIB que l'Espagne, mais a la possibilité de fabriquer 3 fois plus d'avions, et bien sur le terrain, vous vous retrouverez avec 3 fois plus d'avions en face. Donc vous ne pouvez pas faire l'erreur de comparer le PIB de la Russie au PIB de l'Espagne, c'est totalement idiot et c'est faux. C'est la même chose avec la Chine, qu'on ne cesse de sous-estimer, qui vient de prendre tête aux États-Unis de façon exemplaire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire c'est la première fois dans notre histoire depuis l'après-guerre qu'un pays a dit aux États-Unis « va te faire voir ». Et puis, finalement, ils s'accordent, c'est-à-dire qu'ils font tous machine arrière. Voilà, alors je ferme cette parenthèse pour vous poser la question qui m'intéresse et surtout pour laquelle j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que finalement, il n'aurait pas été mieux que la France se développe elle-même, seule, puisque c'était une très grande nation, troisième puissance mondiale en 1960, qu'elle avait un rayonnement mondial, de par notamment sa surface maritime, et que finalement, avec une bonne dynamique, on aurait pu favoriser la natalité, la démographie, on aurait pu aujourd'hui être plus de 100 millions. Et finalement, quand je vois la Russie qui pèse 145 millions et qui arrive à être dans le top 3 des nations mondiales, je me pose une question tout simple, et je vous la pose aussi pour avoir votre avis. Est-ce que finalement, seule, la France n'aurait pas pu devenir une grande puissance, ou le rester tout au moins? Oui, je suis entièrement d'accord là-dessus. Nous sommes français. Nous ne sommes pas autre chose. Et nous sommes un État-nation millénaire, tout de même. Et le drame de la France, ça a été la Révolution française a raté. Bon, raté parce que c'est une révolution qui a été fomentée par de grands noms, certes, Voltaire, Diderot, etc. Mais le drame, c'est qu'elle est franc-maçonne, cette révolution. Oui. Et que la franc-maçonnerie veut la mort des nations. Voilà. Bon, ne serait-ce que pour la France. Donc, la France, moi je crois sincèrement et très fermement, je suis engagé là-dedans d'ailleurs, pour dire les choses, à un retour à la vie de cette France-là, de cette France millénaire. Oui, tout à fait. J'ai maintenant le recul pour me dire que finalement, cette France aurait pu s'en sortir seule, avec une bonne stratégie, et le cas échéant, faire un partenariat avec un seul pays européen, qui lui aurait donné une taille critique de l'ordre de 150 millions d'habitants, tout en disposant d'un capital exceptionnel. Parce que là, nous parlons d'une nation qui avait 50 ans d'avance sur toutes les autres, donc qui avait ce qu'on appelle un héritage, un capital, comme on dit un peu trivialement les bijoux de famille. Bon, bah, c'est ça. Et si ce capital avait été bien utilisé au lieu d'être érodé, puis désormais disparu aujourd'hui, bien moi je commence à être convaincu que la France seule, avec peut-être un seul partenaire européen, aurait été aussi puissante que la Russie aujourd'hui. Voilà, c'est mon... C'est très intéressant ce que vous dites, parce que au départ, nous étions 6 dans cette Union européenne en gestation. Les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne est arrivée un peu après. Un peu après, dans les années 80, je crois. Oui. Bon, mais enfin, il y avait les 6 pays de base. On aurait pu en rester là, et on aurait peut-être dû en rester là. Et c'est là où la France aurait pu exprimer son génie. Oui, c'est ce que je fais, voilà. Tout à fait. Bon, malheureusement, c'est que nous sommes en République, que cette République, comme je l'ai dit, est franc-maçonne. On l'a vu encore avec M. Macron, qui est allé faire un discours à la Grande Loge de France, etc. Qu'est-ce qu'il prend? De toute façon, c'est son droit. Sauf que la présidence de la République
ça inclut Tout le monde. la nation. Oui, c'est problématique, c'est tout le problème. Là, Ouais, tout à fait. j'ai l'impression qu'on se trouve en terrain personnel. Absolument. Oui, oui, tout à fait. En permanence, en permanence. Oui, C'est-à-dire c'est ça. qu'on a l'impression qu'effectivement, la présidence de la République ne représente qu'elle-même et ne parle plus du tout au nom de la nation et au nom des citoyens. Alors, d'où ça vient? Je vous l'ai dit, Oui. moi je pense que c'est donc à partir de 89, mais ça vient aussi du régime dans lequel nous sommes et de l'idéologie socialiste. C'est clair et Oui. net. Oui, oui. Il faut dire les choses en face. Oui, Et c'est le moment ou jamais maintenant de les dire en face. bien sûr. Or, je vois par exemple actuellement le gouvernement qui part dans tous les sens, avec un Retailleau que j'admire personnellement sur le plan moral, qui est d'une grande droiture, rectitude, etc. Mais il est seul, il est tout seul. Oui. Et alors, il ne pourra jamais rien faire de bon tout seul. Oui, mais alors, ils ont toujours l'air très bien seuls. Alors, je ne parle pas pour moi, parce que je vais vous faire une confidence. Moi, je ne vote plus depuis 30 ans. Ouais. J'ai très vite décroché, parce que pour moi, c'est simple, hein, j'avais un critère très précis. Un vote n'est valable que si sa publicité est équilibrée. Ça veut dire que pour construire une personnalité politique, bien sûr, il lui faut de la publicité. La publicité, elle est réalisée par les médias. Si les médias ne sont pas libres et équilibrés, la publicité politique est faussée, le vote est faux. Clairement d'accord. Voilà, moi c'est mon raisonnement, c'est tout bête. Absolument. À partir du moment où il n'y a pas une organisation de la publicité, c'est-à-dire une organisation cohérente et équilibrée des médias, donc, puisque c'est eux qui font la publicité des politiques, le vote est faussé, donc le vote est faux. Voilà. Alors, Donc je ne vote pas. Le problème des médias, c'est qu'ils sont payés par l'État, ils reçoivent des Mais subventions par tout le d'État. monde, par des oligarques, par l'État, Bah, c'est tout le problème. se précipitent auprès de l'État à la moindre alerte, alors que je crois que la solution, elle n'est pas là, elle est dans la liberté. Il faut rendre la liberté en bas, c'est-à-dire le principe de subsidiarité. Ce qu'on peut faire ici, comme on le fait là, on le fait, Ouais. nous. S'il y a un problème supérieur, bah, on va voir un peu. On demande peut-être de l'aide ou pas. C'est tout. Il y a quelque chose qui me semble encore pire que ça, c'est qu'ils sont dépositaires du pouvoir. Ah oui. Et le pouvoir leur donne tout pouvoir. Et quand vous avez affaire à des gens qui sont idéologiquement tournés vers des solutions ineptes, parce qu'elles se révèlent ineptes, mais qu'on poursuit dans ces solutions-là, le drame, c'est le pouvoir. Et le problème, c'est qu'ils se sont retrouvés avec un pouvoir extérieur, c'est-à-dire qu'au départ, il n'y avait pas de concurrent. Et Exact. puis du jour au lendemain, la Chine grandissait, mais c'est comme l'enfant sous la table, on ne le voit pas, mais il grandit pourtant. Et puis un jour, hop, on voit sa tête dépasser la table, et on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est grand. Et puis ensuite, il y a l'Inde, et puis ensuite, il y a la Russie qui se relève aussi, et puis il y a l'Indonésie, il y a le Vietnam, etc. Et puis maintenant, il y a l'Afrique qui nous lâche. Donc ça veut dire que tous ces gens ont focalisé sur la quête du pouvoir intérieur sans se préoccuper de ce qui se passait à l'extérieur. Voilà, c'est ça. Mais qui va décider demain? C'est le plus fort, on le voit partout. Évidemment. Et si le plus fort il est à l'extérieur, tôt ou tard, il imposera ses règles et ses lois à l'intérieur aussi de Alors, la c'est nation. tout l'enjeu Voilà. actuel. Absolument. Le problème de Trump, en dehors de l'Ukraine et de l'Europe, c'est de détacher la Russie de la Chine et de l'Iran. Mais il ne peut plus, c'est trop tard. C'est son travail. Alors, C'est pas idiot, hein. C'est Non. pas idiot, parce que c'est l'erreur des prédécesseurs est dramatique, et des Français, et Hollande, etc. C'est vraiment une erreur géostratégique majeure, et qui va nous coûter très 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 cher, à l'Europe, très cher. Et effectivement, Trump fait la seule chose qu'il faut faire, et en ce sens il est intelligent, c'est qu'il essaie de décoller les deux. Maintenant, malheureusement, c'est trop tard. Parce que vous savez pourquoi? Parce que quand vous réunissez deux personnes et qu'elles prennent conscience ensemble de leur force et de leur puissance, eh bien, elles ne se séparent plus. Elles ont pris goût à cette force, et c'est ce qui est en train de se produire avec l'énorme arc Russie, Corée du Nord, Chine. Oui, c'est ça. C'est un véritable arc de cercle semi-continental qui est le plus puissant du monde. Et si je puis me permettre quand même de mettre la France en accusation à propos justement de l'Iran, entre autres. Bon, durant la Seconde Guerre mondiale,
Vous avez le grand imam de Palestine, Al-Husseini, qui était un grand ami d'Hitler et qui a passé la guerre à Berlin, chez Hitler. Avec Hitler, j'ai des photos de leur rencontre, etc. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, cette religion, dite religion, que pour moi c'est une idéologie, parce que pour moi la religion islamique, ça a été fabriqué de toutes pièces de main d'homme. Le Dieu, il n'y a rien pour rien là-dedans. On a fabriqué, bon, enfin, Non, je mets un bémol, je vais vous dire pourquoi. ça on Parce que pourra, oui, oui, on pourra, le problème des alliances avec Hitler, oui, c'est qu'elles concernent presque tout le monde, puisque de toute façon, les Américains et même les services israéliens ont récupéré les anciens oui, nazis, oui, dès oui, lors qu'ils avaient une compétence à transmettre et dès lors qu'ils avaient une absolument. valeur. Donc Bah, je suis plus prudent sur ce point. oui. On parle plus d'intérêt que de religion. Ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un peut apporter quelque chose, on le récupère, même si c'est le pire des nazis. Les États n'en ont strictement rien à faire. Je Voilà, sais. y compris les Ouais. Israéliens, on le voit aujourd'hui, y compris les Américains. Non, ce que je voulais dire sur la Oui, religion, c'est que je pense, alors c'est très intéressant la religion, je ne dis pas le contraire, je sais que vous êtes croyant. Je crois qu'aujourd'hui quand même ça nous perd beaucoup. Pourquoi ça nous perd? Parce que les autres nations, les méga-nations qui sont en train de nous mhm, doubler, n'ont que faire de notre histoire. C'est ça qu'il faut comprendre, y compris l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, y compris l'histoire du génocide juif, y compris bien sûr des religions, ils ne les partagent pas. Et il y a un moment donné, je pense qu'il faut faire preuve d'empathie pour comprendre et bien agir, c'est-à-dire être bon géostratège. Il faut bien à un moment donné faire preuve d'empathie vis-à-vis de vos concurrents qui potentiellement peuvent se transformer rapidement en ennemis. Si vous ne ouais, faites pas preuve de cette empathie, vous ne pouvez pas comprendre qui ils sont, vous ne pouvez pas les combattre. Vous vous faites battre. C'est ce qui apparemment est en train de nous arriver. exactement. Et c'est d'ailleurs la réponse que j'ai apportée euh, avec mon livre Oui, sur cette question, bien sûr, d'une part, et d'autre part sur bien sûr. l'évidence que la France n'est plus, pour en revenir à sa singularité, n'est plus en mesure de se Vous défendre. comprenez le sens de ma remarque et de mes questions, c'est de dire si nous sombrons, il Hmm. faut que nous arrêtions de critiquer les autres. Il faut que nous nous Ouais. critiquions nous-mêmes. Il y a un problème. On ne Oui, peut pas oui, oui. sombrer depuis 50 ans sans être forcément responsable. Sur les 50 années écoulées, durant 30, la Chine n'existait pas. Son PIB était ridicule. Hein. C'était à moins de 500 milliards, c'était ridicule. L'Inde n'existait pas. La Russie était effondrée, elle n'existait pas. Hmm. Ce qu'on appelle les Arabes, les musulmans en France, bon, jusqu'à la fin des années 90, ils pesaient pas grand-chose. Hein. Ils avaient la plupart du temps des emplois subalternes. C'est les nouvelles générations qui ont commencé à intégrer des emplois un peu plus valorisants et avec plus de responsabilités. Donc ça veut dire que sur 50 années, pendant 30, tous les ennemis que nous désignions du doigt n'existaient pas. Et vous comprenez le problème? Le problème, c'est que nous faisons encore de la délation en disant ah, mais c'est à cause de lui, ah, mais c'est à cause de ce pays, ah, c'est à cause des Russes, et si. Mais ils n'étaient pas là. Et pourtant, s'effondraient bien. Et c'est ça le problème. C'est que pour évoluer, il faut à un moment donné se regarder en face. Et Ouais. si le problème, ça n'était pas moi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, il faut se regarder en Il faut face. se regarder un peu en face. Ça me fait penser au miroir brisé. On n'a plus le courage de se regarder en Mais face et d'être français. voilà. 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 Et vous savez pourquoi j'ai voulu Oui. aller vers cette remarque? Ouais. Parce que tous les pays que j'ai nommés qui aujourd'hui nous ont doublés, quand ils ont dû affronter la réalité, c'est-à-dire le fait qu'ils étaient Oui. totalement à la traîne, dévalorisés, on Mhm. ne les a pas entendus. On n'a pas entendu l'Inde, on n'a pas entendu la Chine, même la Russie, on ne l'entendait plus. Le Vietnam, on n'en entendait Non, pas mais je parler. sais. Et moi, je vous pose une question. Est-ce Oui. qu'aujourd'hui, l'Europe et la France ne devraient pas se taire? Ne devraient pas se taire? Se taire. Oui, se taire, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se relève. Et que pour se relever, Alors là, vous avez, vous voyez, je suis entièrement d'accord. on- Vous avez, c'est le trio qui est parti en train pour Kiev, le Britannique, Steinmeier, Hmm. Macron et l'Allemand.
Hertz, ou Hens. Ouais. Bon, ce sont des... Non, je retire le mot. Non, non, allez-y, J'ai- allez-y. Justement, Non, on peut tout dire ici. Donc, ce sont d'horribles branleurs qui sont en train de tout foutre oui, par terre. mais je pense la même chose que vous. Et Bon. c'est pour ça que je me suis permis de faire cette longue Oui. digression. C'est parce qu'effectivement, je constate que tous les pays qui ont été en souffrance et qui ont dû se relever, ont cessé de parler, ils ont agi. Et là, on a l'impression de voir encore des ballets médiatiques. Ah, puis ça coûte très très cher, hein. On cherche de l'argent. Il ne faut pas oublier que tout ça, à chaque fois, ça mobilise des motards, ça mobilise... Il faut affréter des avions, des défraiements divers, des services de sécurité. Il faut manger, on mange bien dans les Falcons, etc. Ça coûte des fortunes. Et c'est ça le sens de ma question. Nous sommes à genoux. Nous nous effondrons depuis 50 ans, nous dénonçons toujours les autres. Est-ce que finalement, nous ne devrions pas nous taire? C'est pire que ça, parce qu'en ce qui concerne la France, en tout cas, puisque nous sommes français, je tiens à dire que nous sommes en plein délire onirique. Ouais. En pleine Je onirique. suis entièrement d'accord. Je sais ce que c'est, je suis passé par là, il faut le savoir. Oui, mais vous avez évolué, vous avez... voilà. Vous savez, je vais vous faire un aveu. C'est ça qui est important, c'est l'évolution, parce que j'ai parlé aussi de nations qui ont fait des erreurs et qui les ont corrigées. On est d'accord. Mais je tiens quand même à signaler une chose qui va dans le droit fil de ce qu'on nous sommes en train de dire, c'est que sur Netflix, que je vous dois d'ailleurs, je suis tombé par hasard sur une série de Netflix qui est en cours de tournage d'ailleurs pour de nouvelles saisons et qui s'appelle The Lincoln Liar. Ah oui, d'accord. L'avocat, oui, la Lincoln. Et alors, j'ai été très attiré parce que c'est d'une très grande humanité que je n'aurais pas pensé possible de la part des États-Unis dans la barre d'Hollywood, disons. Voilà. Hein? Mais alors là, j'ai été pris la main dans le sac, si j'ose dire, par cette série. Et en plus de ça, j'en parlais avec une de mes amies il y a 2 ou 3 jours de ça. En plus de ça, je m'aperçois a posteriori que cette série retrace dans son principal acteur, qui est l'avocat, ce que moi j'ai vécu sur une longue durée, une durée de vie. Bon, voilà. Ah, super. Donc, sur le plan strictement français, je crois qu'il faut sortir il faut sortir de tout ça. Il faut se remettre en question. C'est-à-dire que il faut dire, j'arrête de faire du bruit, je me regarde moi, et il faut que je me corrige. Il peut y avoir aussi des incitations externes qui agissent. Moi, ça a été le cas avec Madelin. Non, avec Alain. Madelin, d'accord. Je vais vous dire comment ça s'est passé très rapidement. Ouais. C'était dans l'année 95-96. Je lisais quelques articles. Je tombe sur un article d'Alain Madelin à l'époque, parce que maintenant je trouve qu'il vieillit un peu mal, mais enfin bon. Sur un article, et ça a été le Big Bang. Pouf. D'accord. Oui, voilà. Oui, c'est bien, c'est ça. Donc tout peut concourir, même des choses de rien du tout, pour vous faire prendre conscience que là, il faut y aller. Oui, tout à fait. Et c'est cette prise de conscience qui vous fait passer à l'action et qui vous fait repousser aussi vos limites et donc vous fait corriger vos erreurs passées. Et c'est cette dynamique qui est importante et c'est ce que nous ne voyons pas. Corriger les erreurs passées sans les oublier. Bien, ah oui, c'est très important parce que sinon vous les fuyez. Voilà. Là, c'est très, très intéressant ce que vous venez de dire parce qu'il y a des gens qui passent à autre chose et qui ne veulent plus entendre parler du passé, mais ils n'en demeurent pas moins fragiles parce qu'il y a une zone d'ombre. La zone d'ombre, c'est ce dont ils ne veulent pas parler. Et c'est une fragilité. Et pourquoi c'est dangereux? Parce que des gens mal intentionnés peuvent exploiter cette fragilité. Donc vous avez tout à fait raison. C'est très important de passer à autre chose sans oublier le passé. Mais il faut être fort. Oui, alors justement, et c'est aussi, ça demeure une fragilité quand même. Parce que quand j'ai des retours en arrière ou des souvenirs qui me reviennent parfois difficiles, tristes ou même d'excellents souvenirs, c'est tout un ensemble qui fait que merde, la vie est trop courte. Ah, bien sûr. On a des regrets,
Effectivement, ce sont des choses qui arrivent, hein. On a des regrets, mais il faut passer au-dessus. Il faut leur dire, bon, d'accord, hein, bon, maintenant, ok. Allez. Absolument, absolument. On va peut-être conclure ici. Oui, Je vois le livre de Chloé Frémery que vous Ah. avez acheté, que vous avez posé ici. oui, Ce que je vous propose peut-être dans les prochaines semaines, c'est d'en parler un petit peu lorsque vous aurez terminé de le lire. Je crois que vous venez tout juste de l'avoir. bien On sûr. pourra peut-être commenter un petit peu et puis éventuellement avec d'autres livres si vous le souhaitez. Oui, oui, et puis là, Ah oui, je, le cardinal Robert Sarah, oui. voilà, j'ai trois amours, hein. Je suis huguenot, bon, mais j'ai trois amours. C'est Jean-Paul II, Benoît XVI et le cardinal Sarah. Sur le plan strictement français et de l'histoire de France, Oui. vous avez un descendant actuel de Louis XIV, L14. Or, Léon XIV, c'est L14 aussi. Bon, je termine là. D'accord. Alors, je dis, j'ai trois amours en tant que huguenot, protestant, luthérien, euh, non pas par rejet de la religion, au contraire, c'est parce que intellectuellement, je me sens libre d'être moi-même, d'être huguenot, aussi bien que catholique, tout ce qu'on voudra, d'être un esprit libre. Alors, je viens de recevoir le livre du cardinal Sarah, dont j'espérais, avec beaucoup d'autres d'ailleurs, qu'il soit élu. Bon, on va voir les résultats avec Léon XIV, qui est aussi quelque chose. Bon. Et dans la quatrième de couverture que j'ai lu avant de lire le livre que j'ai reçu hier, je lis ceci. Dieu existe-t-il? Hier comme aujourd'hui, hommes et femmes de tous les temps, en proie aux difficultés, leur propre fragilité, ont été confrontés à cette question. Elle s'est posée aux grands saints comme aux humbles pécheurs, aux croyants comme aux athées, aux intellectuels comme aux gens simples. Et c'est plus vrai que jamais, à une époque comme la nôtre, où beaucoup veulent voir la fin du christianisme et la mort de Dieu. Un temps où l'homme fait naufrage en s'inventant un nouveau sens de la vie illusoire, caractérisé par la fugacité et l'impulsivité, qui pense tout saisir, en vérité ne possède rien. C'est magnifique. Oui. Philippe Robert, merci beaucoup pour cette conversation et je vous dis au mois prochain pour notre 7e émission. Si Dieu veut. Bien sûr que Dieu le voudra.